Le royaume de Kensuke, Michael Morpurgo, chapitre 5. Moi, Kensuke. Il était tout petit, pas plus grand que moi, et c'était le plus vieil homme que j'ai jamais vu. Il ne portait rien d'autre qu'un vieux pantalon noué autour de la taille. Un grand couteau était enfilé dans sa ceinture. Il était maigre aussi. À certains endroits, autour du cou et de sa taille, sa peau cuivrée pendait en plis, comme s'il avait rétréci à l'intérieur. Le peu de cheveux qu'il avait sur la tête et les poils de la petite barbe qui pendait à son menton étaient fins, longs, blancs. Je vis immédiatement qu'il était très agité. Son menton tremblait, ses yeux, aux paupières tombantes, lançaient des regards accusateurs et furieux. Dameda, Dameda, me hurla-t-il. Tout son corps tremblait de rage. Je reculai, tandis qu'il se précipitait vers moi en gesticulant sauvagement avec un bâton. Il continuait à me crier quelque chose. Il avait beau être vieux et squelettique, il avançait vite, presque en courant. Être squelettique signifie être très maigre, n'avoir que la peau sur les os. Dameda, Dameda. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. C'était peut-être du chinois ou du japonais. J'allais m'enfuir en courant, quand Stella, qui curieusement n'avait pas aboyé, s'éloigna soudain de moi et se mit à bondir autour de lui. Ses poils n'étaient pas dressés, elle ne grognait pas. Ébahi, c'est-à-dire surpris, étonné, il est bouche bée. Je la regardais lui faire fête, comme à un vieil ami enfin retrouvé. Il n'était plus qu'à quelques pas de moi quand il s'arrêta. Nous nous regardâmes en silence pendant quelques instants. Il s'appuyait sur son bâton, essayant de reprendre son souffle. Américagine, Américagine, Américain, Écocugine, English? Oui, dis-je, soulagé d'avoir enfin compris quelque chose. Anglais, je suis anglais. Il sembla avoir beaucoup de mal à trouver ses mots. Pas bon, feu, pas bon, compris? Pas feu. Il avait l'air moins en colère à présent. Mais mon père, ma mère pourraient le voir la fumée. Il était évident qu'il ne comprenait pas. Je lui montrai donc la mer pour lui expliquer. Là, ils sont là-bas, ils verront le feu, ils viendront me chercher. Il redevint aussitôt agressif. Dameda, cria-t-il en agitant son bâton vers moi. Pas feu. Pendant un instant, je crus qu'il allait me frapper. Mais il se contenta de remuer le sable à mes pieds avec son bâton. Il traçait les contours de quelque chose en marmonnant des mots incompréhensibles dans sa barbe. On aurait dit qu'il dessinait une sorte de fruit. Au début, une noix peut-être ou une cacahuète. J'avais compris. C'était une carte de l'île. Quand il eut fini, il s'agenouilla et fit un tas de sable à chaque extrémité les deux collines. Puis, d'un geste décidé, il traça une ligne droite d'un bout à l'autre en retranchant la plus petite partie de l'île de la plus grande. Toi, garçon, toi, ici, me dit-il en me montrant ma caverne au bout de la plage. Toi, répéta-t-il
en enfonçant le doigt dans le tas de sable qui représentait ma colline. Puis il se mit à écrire quelque chose sur toute la surface de sa carte en sable. Il ne traçait pas de lettres, mais des symboles, toutes sortes de signes, de pyramides, de croix, de traits horizontaux, de barres obliques, c'est-à-dire en diagonale, et de gribouillis. Et il écrivait tout à l'envers, en colonne, de droite à gauche. Alors, vous aviez au milieu de la page le verbe retrancher qui veut dire séparer, couper. Il s'accroupit et se frappa la poitrine. Kensuke, moi, Kensuke, mon île. Il abattit sa main comme un couperet, séparant l'île en deux. Alors, un couperet, c'est un couteau tranchant. Moi, Kensuke, ici. Toi, garçon, ici. Je compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Soudain, il se releva et agita son bâton vers moi. Pars, garçon, pas feu, Dameda, pas feu, compris? Je m'en allai aussitôt, sans discuter. Quand, au bout d'un moment, j'osai me retourner, il s'était agenouillé près de ce qui restait de mon feu et jetait de nouveau du sable dessus. Stella était restée avec lui. Je la sifflai. Elle me rejoignit, mais pas tout de suite. Je voyais qu'elle n'avait pas envie de le quitter. Elle se conduisait très bizarrement. Stella Artois n'avait jamais été gentille avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Jamais. Elle me décevait. Je me sentais même un peu trahie. Quand je regardais de nouveau derrière moi, le feu ne fumait plus du tout. Il avait été complètement éteint. Le vieil homme avait disparu. Je passais le reste de la journée dans ma grotte. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais je m'y sentais à l'abri. J'imagine que j'avais déjà commencé à la considérer comme ma maison. Je n'en avais pas d'autre. Je ressentais la même chose que ce que doit éprouver un orphelin, abandonné et seul au monde. J'avais peur, j'étais orphelin, j'étais complètement désorientée. Donc vous avez bien compris, Kensuke a indiqué au garçon quel était son territoire sur l'île. Chacun doit rester dans son territoire. Je restais assis là, essayant de rassembler mes idées. J'avais bien l'impression, sans pouvoir en être sûre, que nous n'étions que deux êtres humains dans cette île, le vieil homme et moi. Il paraissait donc logique que ce soit lui qui m'ait laissé le poisson, les bananes et l'eau. Il s'agissait sûrement d'un acte de gentillesse, d'un signe d'amitié ou de bienvenue. Et pourtant, maintenant, ce même homme m'exilait à un bout de l'île, comme si j'étais un lépreux, et il me faisait clairement comprendre qu'il ne voulait plus jamais me rencontrer. Donc un lépreux, c'est un malade atteint d'un mal qui s'appelle la lèpre. C'est une maladie très grave et très contagieuse, qui entraîne de graves lésions sur la peau. Et tout cela parce que j'avais allumé un feu. C'était absurde. Il devait avoir perdu la tête, il devait être fou. J'examinais ma situation sans complaisance. J'étais bloquée dans une île complètement perdue, avec pour toute compagnie un homme probablement fou, une bande de singes braillards, comptant au moins un orang-outan parmi eux, toutes sortes de bêtes inquiétantes tapies dans la forêt, donc tapis signifie ici caché, et des millions de moustiques qui allaient me dévorer vif pendant la nuit.
Je ne savais qu'une chose, je devais partir. Mais comment? Comment pourrais-je jamais quitter cette île si je n'avais pas les moyens d'attirer l'attention d'un bateau de passage? Je pourrais aussi bien rester là toute ma vie. Je préférais ne pas m'appesantir là-dessus. Donc ne pas s'appesantir sur une chose ou un problème, c'est refuser d'y perdre son temps, de trop y penser. Je me demandais depuis combien de temps le vieil homme était sur cette île et ce qui avait bien pu l'y amener. Et ce qui avait bien pu l'y amener. Qui était-il? Et pour qui se prenait-il pour me dire ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas faire? Pourquoi avait-il éteint mon feu? Je me recroquevillais dans ma caverne et fermais les yeux. J'aurais tellement voulu être à la maison ou sur la Péguissou avec mes parents. À force de faire ces rêves merveilleux, je finis par m'assoupir un peu, mais les moustiques et les hurlements venant de la forêt me ramenèrent à la réalité. Il fallait de nouveau affronter les terribles conséquences de ma misérable situation. J'eus soudain l'impression d'avoir déjà vu le visage du vieil homme quelque part. Je ne voyais pas comment. Tandis que j'étais allongée sur le sable, en réfléchissant à cette énigme, le bout de verre qui était dans ma poche appuya contre ma hanche. Je me sentis tout de suite mieux. J'avais toujours de quoi allumer un feu. J'en referai un, j'en referai un, mais cette fois, je le ferai brûler là où le vieil homme ne pourrait l'apercevoir. J'attendrai qu'un bateau passe, et jusque-là, je m'arrangerai pour survivre. Le vieil homme avait survécu ici. Puisqu'il avait su le faire, je devais en être capable, moi aussi. Et je m'en sortirais tout seul, je n'avais pas besoin de lui. J'avais de nouveau soif et faim. Je me dis que dès le lendemain matin, j'irai dans la forêt chercher de la nourriture. Je trouverai de l'eau. D'une manière ou d'une autre, j'attraperai aussi des poissons. Je n'étais pas mauvaise à la pêche. Je pêchais plutôt bien dans le lac artificiel et quand j'étais sur la Péguissou, je ne voyais pas pourquoi je n'y arriverais pas sur l'île. Je passais la nuit à maudire les hordes d'insectes qui m'assaillaient et la forêt jacassante qui ne voulait pas se taire, qui ne voulait pas me laisser tranquille. Donc, jacassante, qui vient du verbe jacasser, signifie parler, discuter, bavarder de façon très désagréable. Je revoyais sans cesse dans ma tête ma mère en train de rire avec sa casquette de skipper. Je sentis les larmes me monter aux yeux et j'essayais de ne plus penser à elle. Je pensais au vieil homme. J'étais encore en train de me demander quel nom il avait dit porter quand je m'endormais. Je me réveillai et immédiatement je sus qu'il était venu. C'était comme si je l'avais rêvé. Stella semblait avoir fait le même rêve, car elle bondit aussitôt sur les rochers, au-dessus de la grotte. Elle trouva ce qu'elle attendait manifestement, son écuelle de nouveau pleine d'eau. Sur la pierre plate, un peu plus haut, je trouvais la même boîte retournée, avec mon bol d'eau à côté, exactement comme la veille. Je savais qu'il y aurait de l'eau dans le bol, et tandis que je poussais la boîte de côté, qu'il y aurait de la nourriture. Assis, les jambes croisées sur le rocher, mâchant rageusement mon poisson, tout en jetant des morceaux à Stella, je compris exactement ce que sa façon de faire signifiait. Nous n'étions pas amis, nous n'allions pas le devenir. Il me maintiendrait en vie, ainsi que Stella, mais uniquement si je vivais selon ses règles.
Je devais rester dans la partie de l'île qu'il m'avait attribuée et ne jamais allumer de feu. Tout était très clair. L'espoir d'être rapidement secouru diminuant chaque jour, je devins de plus en plus résignée. Donc être résigné, c'est accepter son sort, accepter la situation. On ne cherche plus vraiment à lutter pour s'en sortir. Je savais que je n'avais pas le choix. J'étais obligée d'accepter ces règles et de continuer comme ça, au moins pour le moment. Il avait même tracé une frontière, une ligne de démarcation sur le sable qui allait de la forêt jusqu'à la mer, des deux côtés de l'île, et il la refaisait souvent, dès qu'elle commençait à s'effacer. Stella la franchissait, bien sûr, je ne pouvais pas l'en empêcher. Mais moi non, ce n'était pas la peine. Malgré l'animosité que j'avais vue dans ses yeux et son énorme couteau à la ceinture, je ne pensais pas vraiment qu'il me ferait du mal. Alors, l'animosité, c'est un climat dans lequel on se comporte en ennemi. Mais parce qu'il me faisait quand même peur et que j'avais trop à perdre, je ne voulais pas l'affronter. Après tout, il nous fournissait tous les jours l'eau et la nourriture dont nous avions besoin. Je commençais à trouver moi-même quelques fruits comestibles. Comestible, c'est ce qui peut être mangé, bien sûr. En particulier, un fruit à écorce épineuse. Je découvris plus tard que c'était un ramboutan. C'était délicieux, mais je n'arrivais jamais à en trouver suffisamment, et Stella n'en mangeait pas. Je trouvais parfois une noix de coco intacte, mais la plupart du temps, son lait avait tourné, et sa chair était nauséabonde. Donc, ce qui est nauséabond, c'est ce qui sent très mauvais. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître le mot nausée, donc une odeur tellement forte qu'elle peut procurer la nausée. Une fois ou deux, je tentais de monter sur un arbre en chercher. Malheureusement, c'était toujours trop haut pour moi et je dus abandonner. J'essayais de pêcher là où l'eau était peu profonde. Je me confectionnais une sorte de lance rudimentaire, un long bâton que j'avais aiguisé contre un rocher, mais je ne frappais pas assez vite. Donc rudimentaire, c'est-à-dire très simple. Donc aiguiser un couteau, hein, vous savez, c'est faire en sorte qu'il devienne plus tranchant, plus pointu. Il y avait souvent beaucoup de poissons, mais ils étaient trop petits et trop rapides. C'est pourquoi, que cela me plaise ou pas, nous avions toujours grand besoin de la ration quotidienne de poissons, de fruits et d'eau que le vieil homme nous apportait. J'avais vainement cherché de l'eau douce dans la partie de l'île qui m'était attribuée. Je pensais souvent m'aventurer du côté de la forêt qui appartenait au vieil homme pour essayer d'en trouver. Mais je n'osais pas. La plupart du temps, je restais près des sentiers déjà tracés. Ce n'était pas seulement les interdits du vieil homme, ni le hurlement des singes, que j'appris à reconnaître comme un avertissement, qui m'empêchait de m'aventurer de son côté de l'île, c'était aussi l'orang-outan. Il avait semblé assez placide, cependant je ne savais pas du tout comment lui ou son ami réagirait s'il me trouvait sur leur territoire. Donc, être placide, c'est être très calme, sans réaction, passif. Je continuais à me demander aussi quelle bête pouvait se cacher dans la végétation, prête à me sauter dessus dans l'humidité sombre de la forêt. À en juger par les jacasseries incessantes de la jungle, cet endroit grouillait de toutes sortes de créatures infernales.
Les jacasseries que l'on reconnaît ici, nous avons déjà rencontré jacassan. Donc ces deux mots viennent toujours du verbe jacasser, vous vous en souvenez. Cela signifie bavarder. Un endroit qui grouille de toutes sortes de créatures, c'est-à-dire un endroit qui est rempli de créatures infernales, c'est-à-dire de créatures qu'on pourrait trouver en enfer, tellement elles sont monstrueuses, tellement elles pourraient faire de mal. La pensée de l'orang-outan et la terreur de l'inconnu dans la forêt suffirent à me dissuader, c'est-à-dire à me faire changer d'avis, et à étouffer à la fois ma curiosité et mon courage. Je restai donc surtout sur ma plage, dans ma grotte et sur le sentier qui montait à travers la forêt jusqu'au sommet de ma colline. Du haut de ma colline, je pouvais apercevoir le vieil homme de loin. Souvent, le matin, je le voyais pêcher des poissons à la lance, parfois seul, mais souvent accompagné d'un groupe d'orang-outans qui restaient assis sur la plage à le regarder. Un jour, j'en comptais jusqu'à 14 ou 15. Quelquefois, l'homme portait un jeune orang-outan sur son dos. Quand il se déplaçait parmi eux, il semblait faire partie de leur famille. J'essayais 100 fois de rester éveillée, jusqu'au moment où le vieil homme apportait ma nourriture, la nuit, mais je n'y parvins jamais. Je n'arrivais même pas à l'entendre une seule fois. Pourtant, tous les matins, l'eau était là, et le poisson aussi. À cette période, il avait souvent un goût fumé que je préférais. Ce n'étaient pas toujours les mêmes fruits. La plupart du temps, il y avait un fruit qui avait un drôle de goût et que je n'aimais pas du tout. Je le mangeais quand même. Outre les bananes, les noix de coco et les baies, il me laissait parfois des fruits de l'arbre à pain et de jacquier. À l'époque, bien sûr, je ne savais absolument pas ce que c'était. Je mangeais tout, bien que moins voracement à présent. Je voulais essayer de garder quelques fruits pour le repas du soir, mais je ne parvins jamais à mettre les bananes rouges de côté. Elles étaient trop savoureuses pour que je ne les mange pas en une seule fois. Mon cauchemar récurrent, c'était les moustiques, la nuit. Donc récurrent, c'est-à-dire qu'il se répète, qui revient sans cesse. Dès la tombée du jour, ils se mettaient à ma recherche, bourdonnaient autour de moi, sur moi, et me dévoraient tout vif. Je ne pouvais pas leur échapper. Mes nuits étaient une longue torture, et le matin, je me grattais jusqu'au sang. Certaines piqûres, surtout sur les jambes, avaient enflé et formé des boutons rouges et infectés. Mon seul soulagement était de me tremper souvent dans la fraîcheur de la mer. J'essayais de dormir dans une autre grotte, plus profonde et plus sombre, mais elle sentait terriblement mauvais. Quand j'eus découvert qu'elle était pleine de chauves-souris, je l'abandonnai aussitôt. J'essayais d'autres endroits encore, mais les moustiques ne mettaient pas longtemps à me retrouver. J'en étais arrivée au point de redouter la tombée de la nuit. Je pleurais tout haut de désespoir en frappant les moustiques et en les chassant de la main. Il me tardait de retrouver le chemin, la fraîcheur de la mer et le vent haut de ma colline. C'était là que je passais la plus grande partie de la journée, assis tout en haut, scrutant la mer et espérant, priant même parfois, qu'un bateau passe. Je fermais les yeux très fort, priais aussi longtemps que je le pouvais, puis les rouvrais. Chaque fois que je le faisais, je sentais, je croyais vraiment que mes prières auraient une chance d'être exaucées, que cette fois, j'allais ouvrir les yeux et voir la Péguissou revenir me sauver. Mais l'océan était toujours vide.
la ligne d'horizon ininterrompue. J'étais toujours déçue, bien sûr, souvent abattue, mais pas complètement découragée, en tout cas, pas les premières semaines.